Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps puisque je suis de retour de vacances. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lancé de live. Allez, bam, 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 ça commence. Ça commence. Merci beaucoup à Homero pour son 15e mois de Prime. C'est juste monumental, phénoménal. Merci beaucoup à toi. J'en profite pour remercier les quelques personnes qui m'ont follow depuis mon dernier live il y a presque il y a 2 semaines, je pense. C'est-à-dire merci à Malo Multigame, merci à Carmine Maxen, merci à Leak81. D'ailleurs, alors, on va être ici pour parler de plusieurs choses, pour parler des actus de la semaine, pour parler des tests de Formule 2, de Formule 3. La dernière journée de test de pré-saison de Formule 2 vient de s'achever cet après-midi. On va parler évidemment de la Formule régionale Moyen-Orient qui va s'achever, qui s'achève jeudi et vendredi au Qatar. On va parler de plusieurs choses, mais on va parler aussi de quelques petites actus que vous avez peut-être suivies ou que vous avez loupées si vous n'étiez pas sur les réseaux sociaux ou si vous ne suivez pas Hydro. Là, vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Notre dernier sub, euh, hormis voilà Homero qui vient de renouveler pour casser ma phrase, mais mon dernier sub, c'était Andy Consani. Monsieur Andy Consani est un jeune pilote Mercedes désormais, tout comme deux autres jeunes pilotes français de karting. Et bah voilà quoi, parmi mes subs, j'ai un pilote Mercedes, y a quoi? Bah ouais, c'est comme ça. Dommage, il est pas dans le chat cette fois, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, tous les pilotes peuvent pas être là à chaque fois. Attendez, qui est-ce qui... c'est terrible. Maintenant je vais vérifier à chaque fois qu'il y a des pilotes, hein, maintenant. Bon, écoutez, oui, je suis de retour, bonnes vacances en Espagne. Oui, oui, non, c'était génial. C'était génial. J'ai pu un peu déconnecté, mais pas trop non plus. Hein. Vous avez pu le voir, j'étais quand même bien actif puisqu'il il se passait des choses. Il y avait notamment les tests de pré-saison de F3, etc. Mais non, c'était des vacances exceptionnelles et maintenant je suis vraiment d'attaque à fond, à fond, à fond pour la saison qui arrive. Je suis en train de vous préparer d'ailleurs du petit contenu. Évidemment, bah voilà, j'ai préparé ce petit PowerPoint, évidemment. Oui, je suis en train de préparer du contenu pour la F2, pour la F3, à la fois sur YouTube, à la fois sur Twitch. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à me suivre, que vous regardiez la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, que vous regardiez en live sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. C'est Percy F1, hein, c'est le même pseudo désormais. Marrant, mais la blague de Gwen Lagru, mais maintenant c'est quand qu'il annonce Gilter. Déjà, Gilter, il va falloir se concentrer sur les qualifs et les 3 courses qui arrivent. Voilà, si possible, voilà, essayer de sécuriser ce titre de Formule régionale Moyen-Orient, ça va être l'objectif. Mais voilà, il faut qu'il continue de performer comme ça, et puis à un moment ça viendra, forcément. Ça viendra forcément. Mais oui, après, voilà, Mercedes a aussi annoncé, bah attendez, on va commencer par ça, puisque je crois que c'est le premier sujet que j'ai dans ma diapo. Mais voilà, Mercedes recrute très, très français. Donc, dans l'interview, dans le podcast d'Hydro sur la Cool Room, avec Gwen Lagru, le directeur de l'académie Mercedes, Gwen Lagru a annoncé la signature d'Andy Consani, de Mani Nuvolini, 11 ans, et de Julia Monlor, 11 ans aussi, et également de Rachid Aldaeri, qui roule en Formule Régionale Moyen-Orient cette semaine d'ailleurs, et de Noah Stromsted qui roule en Formule 3 cette saison chez Trident. Par contre, je suis deg que Mercedes recrute Aldairi et pas Alazari ou Gilter. Alazari? Comment ça, Alazari? Voilà, enfin, je sais pas, enfin, je le mets absolument pas dans la même catégorie que Gilter. Hein. Mais, et Slater, toujours pas d'académie non plus, non, mais c'est pas exactement la même chose. Gilter, il voudrait bien une académie. Il voudrait bien une académie pour avoir du soutien financier. Slater, le soutien financier, il en a pas besoin. Enfin, il l'a déjà. Il se réserve un peu le choix du roi, disons. Freddy Slater, il a déjà dit hein, dans une interview à Feeder Series que voilà, il prendrait une académie un peu plus tard et que pour l'instant il se laissait la liberté. Voilà, c'est une liberté que ne peut pas avoir les pilotes français en très très grande majorité. Al-Azhari, Al-Dairi, je prenais une comparaison des pilotes émiratis. Ah oui, dans ce cas, oui, oui, Kino Al-Azhari est sûrement meilleur. Mais donc voilà, bon, forcément extrêmement, extrêmement heureux pour Andy Consani, toute la propagande qu'on a fait sur ces derniers mois, sur cette dernière année. Voilà, vous allez dire que je m'enflamme sur un gosse de 15 ans, c'est un peu vrai aussi. Faut garder des attentes
réaliste, ça reste un pilote qui n'a pas encore fait une seule course en monoplace, mais voilà, moi de ce que j'ai eu comme info, les premiers tours de roue, les premiers tests sont extrêmement positifs. Voilà, je vous ai raconté déjà en long, en large et en travers l'histoire du volant Richard Mille où il a été vraiment impressionnant et a pulvérisé la concurrence. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, tout simplement en Formule 4 française, championnat que je suis tout particulièrement. Donc voilà, maintenant il a le soutien de Mercedes. Mercedes, c'est vraiment c'est une académie qui vraiment soutient, fait confiance à ces jeunes pilotes. Hein, Ocon, Russell, etc. Antonelli évidemment sont là pour le prouver. Pas peur de dire que Consani te devra un pourcentage de sa prime de champion du monde de F1 2030 avec Mercedes. Alors, oui, bah en vrai, j'ai un peu, oui, en vrai, un peu. J'ai un petit peu facilité les contacts, en tout cas pour qu'ils roulent en F4 France. Voilà, pour la petite anecdote. Et donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Mais avant ça, voilà, on va voir comment ça se passe cette première année en Formule 4 française. Ça sera l'un des plus jeunes, hein, c'est l'un des très rares pilotes d'ailleurs. Faudrait que je vois la liste des pilotes, mais là comme ça, j'ai l'impression que c'est le seul pilote qui est né en 2010 de toute la grille. Donc, donc voilà, je sais, enfin, ça va être dur, hein. Il y a de la concurrence en face, il y a de la très grande concurrence en face. Elle fait confiance aux jeunes comme avec Paul Aron, mais Paul Aron n'est absolument pas dans la même catégorie qu'Antonelli. Enfin, Mercedes fait confiance aux cracks. Mercedes fait confiance aux gens qui peuvent voir avec raisonnablement avec un futur de vainqueur de Grand Prix de Formule 1 au moins. Paul Aron, c'était un gars qui a fait troisième de Freca, puis troisième de Freca, puis enfin il a jamais eu cette trajectoire à la Antonelli, alors que comme Antonelli, il a toujours été dans les meilleures conditions, dans les meilleures équipes, il a quasiment toujours été chez Prema. Enfin, c'est sa saison de F4 à Paul Aron, quand il est à l'époque, il roule face à Pourchère, face à Auger, etc. Paul Aron, il est pas du tout là. En 2020, je crois, il fait de la Formule Renault, on n'en parle pas trop non plus. Voilà. Alors certes, il y a une excellente année de F2, ça je vais pas le retirer, mais bon, on s'emballe pas dessus. Enfin voilà, c'est pas exceptionnel quoi. Euh, Tu as oublié le soutien envers le grand Daniel Guinchard. Oui, bah après, pas spécialement une grande perte, on va dire. Euh, Il voit un futur vainqueur de Grand Prix en Aldaeri. Putain, vous essayez de me coincer aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Non, mais comme dans toutes les académies, il faut aussi que les académies soient un petit peu autonomes financièrement. Avec la probable perte, notamment du soutien d'Ineos, en tout cas, voilà, ça paraît assez compliqué. Forcément, je trouve, enfin, toutes les académies fonctionnent comme ça désormais. Il y a des académies qui ont besoin de pilotes qui apportent de l'argent. Andy Consani, il va clairement pas apporter de l'argent. Aldairi, lui, il est bien. Il est franchement bien. Je crois que c'est un fils d'ambassadeur ou quelque chose comme ça. Il est franchement bien. Voilà, donc il va apporter de l'argent. Et d'ailleurs, pour en revenir, il y avait un commentaire. Oui, Mercedes fait confiance aux cracks comme Dorian Pain ou Yuan Pukui. Yuan Pukui, d'ailleurs, il en a pas parlé, Gwen Lagrue. Il en a pas parlé dans l'interview avec Hydro. Donc, je sais pas s'il sera toujours là, même s'il avait une livrée Mercedes quand il a roulé au Moyen-Orient cet hiver. Vainqueur en Ultimate Cup, super. Tu penses quoi de l'Alpine d'ailleurs en termes de livrée? Alors, pour ceux qui me suivent sur mon compte perso sur Twitter, j'avais dit qu'elle était 43e cette livrée. Et en fait, au final, au vu de la piste, au vu de comment ça donne, etc., peut-être dans le top 5 des livrées, en vrai. En vrai, mais enfin en fait c'est dommage, il y a vraiment ce BWT rose sur le ponton pour moi qui gâche absolument tout. Mais sinon tout le reste de la voiture j'adore en fait, j'adore. Ça me fait mal de le dire mais j'adore. Euh, Bon, écoutez, donc voilà, on a beaucoup parlé évidemment d'Andy Consani, puisque c'est le pilote qu'on va suivre quand même sur cette année de F4 France. Il y aura d'autres pilotes très intéressants. J'ai beaucoup parlé d'Andy Consani ces derniers mois, mais il y a aussi d'autres pilotes très intéressants en F4, comme Arthur Dorisson qui redouble, qui aura des attentes bien plus importantes après une première saison compliquée. Il y aura Lisa Billard, qui sera très probablement la meilleure féminine. Il y aura, qui sera une Iron Dams. Il y aura Louis Iglesias qui a un palmarès énorme en karting. Il y a tout plein de Alexandre Munoz qui redouble aussi. Et enfin voilà, ça va être une saison de F4 française passionnante et de savoir que en plus
dans cette saison de F4 France, il y a un jeune pilote Mercedes dedans, c'est exceptionnel. Normalement, donc Gwen Lagrue a un peu leak cette annonce, mais visiblement, selon mes infos, l'annonce officielle de tout le Mercedes Junior Team devrait arriver autour du 6-7 mars ou quelque chose comme ça en tout cas. Euh, Comme Strauven. Alors Strauven, on va en parler, mais lui il est belge. Et donc voilà, il y a aussi d'autres pilotes qui ont été recrutés. Donc on a parlé de Stromstedt, d'Aldairi et Consani. Aussi Manu Nuvolini. Et oui, je crois que c'est Homero qui en parlait. Nuvolini, c'est pas le petit crack qui répondait pas à Julien Febvre à la cérémonie FFSA. Oui, c'est lui qui a répondu que le pilote qui l'inspirait au quotidien, c'était lui-même. Ambitieux, modeste, humble. Non, mais ben, bon, voilà, ça sera à ressortir dans quelques années peut-être, mais c'était à la fois mignon, un peu gênant et drôle. Mais voilà, Mani Nuvolini, quand même, champion du monde IAME X30 Mini, vainqueur de la Coupe de France Mini, etc. À ma connaissance, je me trompe peut-être, mais en tout cas, j'ai l'impression que Mani Nuvolini est le premier kartman, le premier pilote de kart français à rejoindre une académie alors qu'il roule en kart. Je pense, si on enlève les petites exceptions, genre Lisa Billa, enfin les exceptions de l'académie féminine d'Alpine qu'Alpine avait créée et fait disparaître aussitôt. Mais je crois que Nuvolini a fait vraiment un très très bon week-end. Enfin, pardon, il y a les commentaires qui se sont télescopés, mais Nuvolini a un palmarès pour l'instant très intéressant. Maintenant, voilà, il a 11 ans. Et voilà, enfin, tout peut encore arriver, mais voilà, il sera dans les meilleures conditions, il sera dans les meilleures équipes, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et il y a aussi Julien Monlor, que personnellement, pour être très honnête, je ne connaissais pas trop, qui a fait plusieurs top 10 sur la scène nationale en karting, face à Nuvolini notamment. Performance pas dégueu franchement, donc aussi à suivre. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, je l'ai jamais vu rouler contrairement à Nuvolini, donc voilà. Et oui, Homero, il y a eu un podium d'un Français en Okagi sur l'une des plus grandes épreuves de karting. Lucas Sell, j'avoue, je le connaissais pas non plus. Donc peut-être que c'est un pilote qui est plus à l'aise sous la pluie, je ne sais pas exactement. Mais c'est voilà, à suivre. D'ailleurs, est-ce qu'on va parler du crack de ex Nicolas Marinangeli? On va bientôt, on va pas tarder à passer sur les essais de pré-saison de F3 et F2. Là, je voulais finir un peu le sujet Mercedes. 11 ans et pas en F4, finito. Attends, c'est Noah Stromstead hein, qui testait en F4 dès l'âge de 10 ans. Hein. Lui, il s'est pas embêté à rouler en karting. Hein. Lui, il allait directement en F4. Quoi. Donc bon, voilà. 5 nouvelles recrues qui devraient être annoncées début mars. Dont 3 français, c'est exceptionnel. Et voilà, on souhaite tout le meilleur à Andy Consani, et puis à Mani Nuvolini, à Julia Monlor. Et voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant de leur performance, notamment de celle d'Andy, dont on parlera dans tous les cas, vu qu'on suit la F4 française. Allez, on passe au test de pré-saison de F3. Il y a des premières tendances qui se sont dessinées, un petit peu, c'est léger, et voilà, tout n'est pas forcément représentatif. Il y a toujours. Les tests de F2 et F3 sont encore plus durs à interpréter, je pense, que les tests de F1, puisque déjà il y a moins de données facilement interprétables, facilement accessibles, je veux dire. Elles sont interprétables, mais pas facilement accessibles. Ce qui était au centre de l'attention, quand même, en Formule 3, c'était cette nouvelle voiture. Cette très très belle voiture, je trouve. Les voitures sont fiables. Il n'y a pas eu beaucoup de soucis, pas eu beaucoup d'interruptions en piste, contrairement au test de pré-saison de F2, où ça a fait que ça, vraiment pendant 3 jours. Donc la F2, elle a beau avoir 1 an d'utilisation, elle est toujours pas au point. La F3 c'était mieux, il y avait beaucoup moins d'interruptions, mais par contre de certains retours de mécanos, d'ingénieurs que j'ai eu qui sont en F3, il y a plus des soucis au niveau de la boîte de vitesse, donc ça n'a pas forcément provoqué des interruptions en piste, mais des soucis au niveau de la boîte de vitesse. Il faut savoir que le fournisseur de boîte de vitesse a changé, et donc a priori il y a quelques soucis. Il y a quelques soucis, donc à voir si ça peut poser problème, boîte de vitesse et différentiel aussi. Celle, c'est un ancien de chez nous, c'est bien ce qui me semblait, parti chez KR, du coup, logique vu que Sodi a tout arrêté puisque KR surdomine. Ah, Lucas Selle, il est chez Kart République, c'est bien ça.
Enfin oui, c'est un peu c'est un peu genre Préma en karting quoi. D'ailleurs, il y a une association Préma by Kart République en karting. Maskio vient d'être annoncé en Freca chez RPM d'ailleurs. Ouais, j'ai vu. Bah écoute, on a déjà notre 23e au championnat. Allez, 24e, 25e? Je sais pas. Faites vos pronostics sur la position de Giovanni Maschio, légende de la Freca. Mais ouais, voilà. Il va pas changer le championnat, on va dire. C'est difficile à croire que le meilleur pilote chez X en F3 soit Javier Sagrera. Mais tellement drôle. De toute façon, ça pourrait. Enfin, c'est. Oui, voilà. Les deux autres pilotes, ils n'ont pas roulé en monoplace depuis 2022, donc. Vu le niveau de la Freca, ça joue top 20. Ah, c'est vrai que la Freca est moins compétitive que. Enfin, a priori, la Freca devrait être moins compétitive que les années précédentes. Donc, oui, peut-être top 20. Peut-être top 20, ouais. Juste devant Dorian Pain, vous êtes des chiens. Le pire, c'est que vous avez peut-être pas tort en plus. Bon, écoutez, pour en revenir entre Jonas et Lenny Reed, qui est-ce qui est le plus mauvais? Pour être très honnête, waouh. Comme ça, je dirais Lenny Reed, parce que Jonas Reed, enfin, je sais pas, il a peut-être plus d'expérience actuellement, etc. Je sais pas trop. Hein. En vrai, je sais pas trop. Je les ai pas vus, je me suis pas assez concentré sur ces deux pilotes, ces deux frères. Donc voilà, l'un qui a fait les tests de pré-saison de F3, l'autre qui roule en Eurocup 3, le petit frère Lenny Reed. Voilà, voilà. Bon écoutez, pour en revenir voilà, à ces tests de pré-saison de F3, donc voilà, c'est toujours extrêmement difficile à interpréter. Le nombre de trains de pneus est toujours extrêmement limité. C'est voilà, c'est toujours compliqué. On a toujours des résultats un petit peu loufoques. Pas de chance, Percy qui avait prédit, et j'ai pas du tout prédit Capieto en F3. Hein. Et en fait, c'est son coéquipier qui se fait appeler en F3. Lenny est meilleur que Jonas. Ah ouais, à ce point. Ah bah, après voilà, Jonas, moi je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai peut-être jamais vu rouler en monoplace. Mais j'avais pas du tout prédit Capieto en F3. Hein. Reprends tous les précédents lives et j'avais bien dit que j'y croyais absolument pas que Matteo Capieto irait en F3. Hein. Même si il y a encore un siège de libre. Hein. Mais bon, il y a encore un siège de libre. Jonas Reed n'a pas encore signé. Bon, bref, bonne fiabilité, mais soucis sur les boîtes de vitesse, des tests toujours difficiles à interpréter. Mais voilà, il y a quand même des tendances qui se dessinent vraiment au point de vue sportif. Moi, surtout, l'équipe qui m'a le plus intéressé, c'est Rodin Motorsport. Puisque Rodin Motorsport, ils ont un line-up pépite. Peut-être le meilleur line-up de la grille, mais je pense que peut-être ART passe devant eux quand même, je sais pas. Puisqu'ils ont Callum Voisin et Louis Sharp, deux pilotes formés en Angleterre qui sont très 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 forts. Donc Callum Voisin qui est redoublant, Louis Sharp qui est rookie. Et si ces deux pilotes-là ont une voiture assez véloce, ont une équipe assez qui est vraiment dans le jeu, là ça peut être intéressant. Et vraiment ça peut, enfin, ce changement de réglementation peut remettre Rodin aux avant-postes. Rodin l'année dernière en F2 ça avait commencé en trombe et après c'était fantomatique. Oui, après Rodin, oui, certes, tu as raison, mais Rodin, c'est quand même une équipe qui est censée avoir les moyens pour se battre devant, qui est censée pouvoir avoir de bons ingénieurs, de bons mécanos, ce genre de choses. Et la F2, voilà, il y a toujours beaucoup de facteurs de performance différents, etc. Alors qu'en F3, c'est quand même un championnat un peu plus fiable, pour le moment en tout cas. La F3 est un championnat où on peut un peu moins jouer, on va dire. Donc je pense vraiment que si Rodin, ils arrivent vraiment à bien appréhender cette nouvelle voiture, ça peut changer pas mal de choses et ça peut être vraiment très 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 intéressant. Salut à Julien Enviave qui fait son 7ème mois de sub, merci beaucoup à toi. Finalement, t'es sur un live, enfin. Miyata qui a une livrée magnifique. Ah ouais, carrément, carrément. Je pense livrée de l'année. Je ne l'ai pas sur le diapo, j'ai mis que celle de Victor, mais oui, oui, oui. Attendez, bah, je vais essayer de vous la trouver. Ah non, faut rouvrir Mozilla. Attendez. Non, les deux ART ont une voiture différente, ont une livrée différente. Mais attendez, je vous montre. Puisque, alors certes, attendez, vous voyez quoi là? Hop. Certes, la voiture de Victor, elle est très belle, rouge, noir et tout, c'est efficace. Mais mince, on la voit pas mieux? Bon, on la voit pas mieux, je pense. Mais ça franchement, c'est un petit bonbon. Ça, c'est un petit bonbon, la voiture rouge, blanche, noire, même la combi.
La combi, voilà, Rito Momiata, grosse hype, je trouve ça magnifique perso, mais bon, c'est pas ça qui va la faire aller plus vite, normalement. Donc oui, pour en revenir à la F3, voilà, ça peut être très intéressant si Rodin appréhende enfin mieux cette nouvelle voiture. Ils sont en galère en F3 depuis des années. Euh, et voilà, ils ont toujours des bons pilotes. Ils ont eu du Zaco Sullivan, ils ont eu des pilotes comme ça. Là, voilà, ils ont Sharp et Callum Voisin en même temps. Ça peut être très intéressant. Il y a eu d'autres équipes qui ont performé aussi, mais ça c'était un peu plus attendu. Je pense notamment à Campos qui adore les changements de réglementation, qui sont toujours extrêmement ravis quand il y a des changements de réglementation, comme en F4, comme en Formule 2, où ils sont revenus complètement aux avant-postes avec la nouvelle voiture. Et là, la F3, voilà, ils ont l'air d'être à l'aise pour le moment. C'est difficile de faire des généralités, c'est juste des tendances pour le moment. J'ai mis un peu une sorte de classement général des essais, une sorte de championnat des essais, ça va être assez rigolo à voir. Trident aussi, qui a l'air très en forme, et ART aussi. Côté français, il y a évidemment 2 pilotes français, Théophile Naël, Alessandro Giusti. Théophile Naël qui a malheureusement sacrifié sa fin de saison de Formule régionale Moyen-Orient pour ses tests. A priori, actuellement, il est plutôt le leader de Van Amersfoort Racing. C'est là où je l'attends, donc c'est bien. Van Amersfoort Racing, une équipe qu'on n'a quand même pas trop vue lors de ses tests. Alessandro Giusti, lui, il est plutôt en deuxième position de son équipe, devant Bruno Delpino, mais derrière Tim Tramnitz. Je vous joins ici un petit classement, le championnat des essais de pré-saison. Et donc avec ce championnat des essais de pré-saison où voilà, chaque place dans le top 10 à chaque session donne des points selon le barème classique. Je remercie d'ailleurs Alejandro Gil pour le classement sur Twitter, Tweetos espagnol. Nicolas Tsolov est le champion des essais de pré-saison de Formule 3. Félicitations à lui. Waouh, premier titre depuis la F4 espagnole en 2020. Je suis un chien. Non, voilà, évidemment, ça ne veut pas tout dire. Et d'ailleurs, j'ai mis à côté le classement de 2024. Ça ne dit pas tout. Par exemple, Fornaroli, le champion, avait 22 points. Il était vraiment là, au milieu, dans le top 15 à peu près. Browning, qui avait largement dominé en quelque sorte ses essais, a fini 3ème au championnat. Voilà, il y a un Goethe, on ne sait pas trop ce qu'il fout là aussi haut. Pareil pour Léon. Charlie Wurz, qu'est-ce qu'il fout là? On l'a pas vu de toute l'année. Arvid Lindblad qui est très bas. Donc voilà, il y a des. Tout est. Tsoloff champion, mais non. Mais non, mais vous voyez pas les choses du bon point de vue. Si Tsoloff est champion, si Tsoloff est champion, ça veut dire que Jules Caranta, il a humilié qui en début d'année là? Il a humilié qui en février? Il a humilié le champion de F3. Et ça, franchement, on prend. Puisque voilà, si Jules Caranta au final il a juste humilié le 28ème de F3, bah pas beaucoup de valeur. Alors que si il a fait perdre les pédales au champion de F3, c'est plus classe déjà, c'est plus classe. Pensez pour Vettel Spin qui va voir Joseph Lowe louper la fusée Rodin pour une année. Ouais. En vrai, Joseph Lowe, ouais, c'est dommage. Hein. Enfin, c'est dommage. J'espérais éviter d'avoir à parler du week-end de Portimao. On en parlera un petit peu du week-end de Portimao, où Jules s'est un petit peu fait avoir de toutes parts. On en reparlera de l'Eurocup 3 du week-end dernier. Oui, attendez, donc voilà. La suite du classement, on a quand même un Team Tramnitz qui est très haut. D'ailleurs, voilà, Alessandro Giusti qui est juste là, qui est voilà, j'aimerais qu'il soit un peu plus haut, plus proche de Tramnitz, mais bon, comme j'ai pu le dire dans mon thread qui est sorti sur Twitter et sur Blue Sky sur Alessandro Giusti, c'est un pilote de deuxième moitié de saison. C'est un pilote qui a tendance à avoir des premières moitiés de saison un peu calmes et à vraiment exploser sur la deuxième moitié d'année. Donc voilà, j'ai pas non plus d'inquiétude pour autant. Après voilà, moi il y a 2 équipes qui m'inquiètent surtout, c'est Dams et X-Racing. X-Racing, bon, pas trop de surprises. Voilà, le truc qui me paraît un peu bizarre, c'est que voilà, Dams, on les a pas du tout vus. Notamment Christian Ho, qui est très largement le meilleur pilote de ce line-up. Voilà, ça reste juste les essais de pré-saison, mais pas d'inquiétude. Mais bon, ça commence pas super, super, super bien. Hugo Chopo qui a un niveau similaire à l'an passé.
Après, les prémas en test, elles ont l'habitude de ne pas se montrer. Donc c'est vrai que Hugo Chukwu 25, Badouer 20, Léon 11, je pense pas que ça sera représentatif complètement, mais voilà, surtout que Hugo Chukwu est assez en forme actuellement quand même depuis octobre. On passe aux essais de pré-saison de Formule 2, et là ça va aller encore plus vite. Ça va aller encore plus vite puisque il n'y a pas de tendance claire. Autant en F3 j'arrive à isoler quelques équipes et à me dire ok, eux ils sont devant, autant en F2 ouais voilà, c'était pas super clair. D'habitude Prema voilà qui est normalement très discrète en test, on les a beaucoup plus vus, notamment avec Gabriel et Mini. Voilà, visiblement Ritomo Miyata a l'air d'avoir trouvé la clé sur son moteur pour le faire fonctionner. Instinctivement, je vois Wharton aux côtés de Justy, je me dis ça va finir en crash pour Alessandro. Attends, il est. Ouais. Bah, on se souvient, hein, la dernière fois que James Wharton s'est élancé d'une course à côté d'un Français, ça a mal fini. Hein. Je fais référence au Grand Prix de Macao où il a percuté 2 fois Evan Gilter, son coéquipier. Donc voilà, Ritomo Miyata qui semble voilà, bien plus en confiance dans la ART que dans la Rodine, et Arvin Lindblad qui est déjà dans le coup, on va dire. Hein, il est déjà dans le coup, il a déjà l'air d'être à l'aise dans la F2, alors que lui n'a pas fait de course en fin d'année dernière. Voilà, il est déjà là, il a sa super licence, il est en confiance, il a fait, ouais, voilà, il a engrangé toute la confiance pendant l'hiver en Océanie, et il va falloir que PB Marty réponde très vite s'il veut garder encore quelques petits espoirs de F1, puisque là, Villa Gomez était comment? Eh ben écoute, Alejandro Gil nous a également pondu le même classement, j'ai pas pris le temps, désolé, de faire le même classement avec les essais de l'an passé, mais enfin, voilà, il n'y a pas grand chose qui se dégage, je trouve, de ces tests. Donc voilà, Villa Gomez est 16ème, tu en fais ce que tu veux. Bah voilà, on a les ART en forme. Est-ce que ça veut pour autant dire que vraiment ART a effacé tous ses soucis de l'an passé? Je pense pas que ça soit aussi mécanique. Euh, voilà. Vous avez ces chiffres-là, vous en faites ce que vous voulez, mais clairement, j'ai. Donc voilà, Victor Martin, c'est le champion, oui! Victor Martin, c'est le champion des essais de pré-saison, pardon, je l'ai même pas dit, mais voilà. On a Victor Martin, champion des essais de pré-saison, et Mektounif, 6ème de F2, ce qui est juste énorme, parce qu'il a dominé la dernière journée. Bon, voilà. Je sais vraiment pas quoi faire de ce classement, parce que pour moi, ça n'a absolument aucune valeur, encore plus qu'en F3, parce que pour moi, voilà, il n'y a rien de clair qui se dégage. Voilà, avant de passer vraiment à la formule régionale Moyen-Orient, qui commence quand même demain, il y a déjà les premiers essais libres aujourd'hui, cet après-midi, je rêve où il y a 4 disqualifiés des tests. Oui, oui, il y a eu 4 disqualifiés des tests, et je sais même pas pourquoi. Mais oui, il y a eu 4 disqualifiés. Dunn, Crawford et Mansell et Esterson. Enfin oui, les deux Rodin, Crawford et Esterson. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un... A priori, c'était en... Voilà, ils ont infraction du règlement. Infraction du règlement. Je ne sais pas comment c'est possible et pourquoi que à cette journée. Je ne comprends pas. Si quelqu'un a le règlement de la F2 sous les yeux et qui peut chercher l'article 10.2 des Sporting Regulations, peut-être qu'on aura... Bah attendez, ça va, on a le temps. On a le temps, je vais essayer de chercher ça de mon côté. Ouais, si Mozilla s'ouvre un jour. Oui, c'est compliqué. Oui. Attendez. Est-ce que j'ai déjà Decision Documents? Oula, je pense pas avoir. Pou, pou, pou. Attendez, je vais au moins vous partager au moins ma recherche. Tcha, tcha, tcha. Oui. Ouais, il est du père. Il est du père. Ils ont critiqué Mohamed Ben Sulayem. Non, mais je sais pas, c'était en rapport avec les Sporting Regulations en tout cas. Donc attendez. Ouais, voilà. Article 10.2. Comme le dit 40 Oxy dans le chat. C'est quoi? Guide to F2? Non, Guide to F2, the car engine, the rules and regulations. Yeah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, mais je veux le vrai. C'est quoi ce truc? Non, mais je veux des vrais documents en fait. Y a pas?
Waouh. Et ben on va aller sur le site de la FIA. C'est ce qui est dit sur Feeder Series. Oui, non, mais c'est ce qui est dit aussi sur le site de la F2, hein, mais ça veut dire quoi l'article 10.2? En plus, à Feeder Series, il n'y a personne qui s'est dit je vais voir ce que c'est. Alors, Sport. World. Bah non, pas World. Ouais, FIA Formula 2, ça paraît bien. Official Document, ça paraît bien. Wow, c'est quoi ça? Yikes. Je sais pas si on va trouver, hein. Eh bah, si quelqu'un sait où ça se trouve, bah ouais, mais j'ai juste envie du règlement général, quoi, ça n'existe pas. Ça n'a pas l'air d'exister. Bon, écoutez, je pense que je vais devoir abandonner, non? Regulations! Wait! 1 minute! Sporting regulations! So maybe, ouais, c'est ça? Allez, on va avoir notre réponse, les enfants. Le monde retient son souffle. Alors, testing. Ah bah oui, déjà, c'est l'article 10, page 7-8. Allez, on y part. Article 10.2. Oh, c'est beaucoup trop long. Each year, the promoter of the artist, ok, testing, machin. Ah, t'es tout déteste. Ah, peut-être ils ont utilisé trop de trains de pneus. Je pense. No driver in the same team may use more than 6 sets of dry weather. Ah, je pense que c'est totalement ça, hein. C'est totalement ça. Mais du coup, c'est complètement débile. C'est complètement débile la sanction. La sanction, c'est on te disqualifie des essais. Franchement, ça sert à quoi? Enfin, autant, si c'est ça la sanction, autant utiliser plein de trains de pneus du coup. Bon, c'est débile. Après, c'est la FIA. Est-ce qu'on est étonné? Pas vraiment. Ouais, quel est l'intérêt de les disqualifier des essais? Bah, je sais pas non plus. Voilà. Mais en tout cas, bah, du coup, ça fait que Victor Martins, il est champion des essais. Bon, voilà, on va parler des choses qui fâchent. L'Eurocup 3 Spanish Winter Championship, où Jules Caranta, il n'a pas été très apprécié des commissaires. Hein, comment dire? Déjà, en qualification, il y a eu un incident. Un incident qui n'a pas été diffusé, mais a priori, il y a eu un incident. Il a forcé Juan Cota en dehors de la piste. Ok, pourquoi pas. Il a 3 places de pénalité. Ok, ça arrive. Ça arrive. Sauf que cette pénalité de 3 places, il l'a eu 2 fois. Parce que les organisateurs, je sais pas, les commissaires de course de l'Eurocup 3 ne savent pas lire leurs propres documents. Le document, il y a écrit noir sur blanc, pénalité de 3 places pour la course 1. Et les commissaires, ils se sont dit, on a écrit ça, mais on ne va pas suivre ça. Et il aura une pénalité pour la course 1, mais aussi pour la course sprint. Ouais. Donc, déjà, premier point. Et deuxième point, une pénalité de 10 secondes pour 2 incidents, l'un avec Juan Cota au départ, bon ça a priori c'est légitime, Jules Caranta avait fait un mauvais départ, 5 secondes de pénalité, ok, ça arrive, et un incident avec James Egosi qui est sorti d'absolument nulle part, et donc 10 secondes de pénalité qui le fait expulser en dehors du top 10. Bon, en dehors de ces gros craquages des commissaires de course, voilà. Exactement, très bon résumé de Benito56. Caranta est tellement mal payé, mais tant mieux qu'il apprenne dès maintenant pour les choquer ensuite en Eurocup 3. Moi je propose prochaine course, il débute 3 places devant et on lui enlève 10 secondes sur le chrono final. Voilà, 5 secondes. Non, pour moi il y a 5 secondes qui peuvent être justifiées, qui sont justifiées même très probablement. En plus, dans le même temps, en course 1, Jules Caranta se fait shooter par Emo Fittipaldi. Emo Fittipaldi, 0 pénalité. Bon, ça commence, voilà, ça a fait beaucoup ce week-end. Malgré ça, Jules Caranta a encore fait de très très belles remontées. Donc voilà, pour refaire un petit compte rendu de son week-end, première séance de qualif, c'est sous la pluie. Malheureusement, Campos fait le mauvais choix de pneus. Ils prennent des pneus, je crois qu'ils prennent des pneus secs quand tout le monde prend des pneus humides. Ils espèrent que ça va sécher, ça sèche pas assez, donc les Campos sont ultra loin. Jules Caranta, donc
doit partir 13ème, et voilà, il a 2 fois cette pénalité de 3 places, c'est complètement débile. Il se fait shooter au départ de la course 1 par Fittipaldi, il repart dernier, il remonte à la 10ème place, deuxième course, il repart à la 16ème pour une raison complètement débile, et remonte 6ème, 23 dépassements en une journée, c'est pas mal. Deuxième séance de qualification, il fait une bonne séance de qualif, il est 5ème. On sent quand même que les MP Motorsport ont quand même un avantage pour le moment, notamment dans des conditions un peu fraîches. Moi, en tout cas, c'est ma théorie, MP est souvent plus à l'aise. Il part 4ème parce qu'un autre pilote a une pénalité. Et donc voilà, il y a ce mauvais départ. Et c'est dommage puisque sur les 2 premières courses où il partait de plus loin, il avait fait des bons départs. Et pour une fois, là, il partait devant et il fait un mauvais départ, un peu comme à Jerez. C'est dommage, mais voilà, s'il comprend, enfin voilà, s'il corrige vraiment ses départs, bah, il n'y aura pas grand chose à s'améliorer. En tout cas, sur le reste, il y a voilà, pas beaucoup d'autres choses à faire. Qualif, pour moi, là, c'était, bah, enfin voilà, la qualif à Portimao sous la pluie, bon bah, c'était plus un manque dommage de la part de l'équipe, mais bon, voilà. Mais en course, les dépassements, c'est génial, c'est génial, comme à Relais d'ailleurs. Bizarre, en Eurocup 3, MP est meilleur que l'équipe de Caranta et en F4 Campos est meilleur que l'équipe de Schaeffler, alors que l'an dernier c'était tout l'inverse. C'est juste pour nous faire, c'est juste pour nous faire chier vraiment. Après, non, l'an dernier déjà, MP, je pense, était meilleur que Campos. On rappelle que dans le top 5 au championnat, il n'y a que des pilotes MP, sauf Christian Ho, qui est peut-être aussi le seul pilote compétent de l'équipe Campos cette année-là, mais quand même. Donc Cristiano d'ailleurs qui a finalement été sacré champion d'Eurocup 3 en effet. 3 mois après, les commissaires se sont enfin décidés. Egozi qui défendait sa vie en course 3 face à Jules. Oui, bah après c'est la course. C'est la course, mais voilà, pour moi il n'y a eu absolument aucune mauvaise manœuvre. Donc voilà, incompréhensible qu'il ait une pénalité. En attendant, pour moi ça reste un bon week-end d'apprentissage et voilà, ça. Certes, il s'est fait bully par les commissaires, mais vaut mieux que ça arrive maintenant sur une série hivernale avec 3 week-ends sans enjeu en fait. Sans enjeu, il n'y a même pas de point de super licence ou je sais pas quoi. Et oui, je suis d'accord avec Homero. Egodi versus Caranta, c'était très beau, je trouve. Et Stuka sorti de nulle part. Alors, j'ai eu un peu le seum sur le moment, mais Stuka a sorti une fois que Jules Caranta avait enfin trouvé la faille sur Egodi, il a fait un. Enfin, Stuka, qui avait été complètement lâché par Caranta, mais qui était revenu sur eux avec cette bataille. Stuka a fait un double dépassement venu de nulle part. Je sais pas d'où ça sortait. Donc un petit peu frustrant, certes, mais bon, au final, voilà, il y avait cette pénalité, donc bon. Jules trop gentil contre Stuka. Et je pense que ça a dû le surprendre, hein, puisque ça partait de tellement loin, il était 2 voitures derrière. Donc ça a dû le surprendre, je pense, mais voilà, il faut qu'il apprenne, et c'est bien, il apprend. Le prochain meeting, c'est dans un mois, c'est fin mars à Motorland Aragon, puis ensuite ça sera le vrai début de la saison. C'est où? C'est au Red Bull Ring, je crois, en mai. Euh, Étant donné les enlever pour 40 qui se place quand même avant, muscle ton jeu là. Et ça viendra, ça viendra. Ça viendra. En attendant, voilà. Pour moi, le truc où il faut vraiment. L'axe d'amélioration principal pour moi, c'est les départs, puisque les dépassements, ça, il sait les faire. Après, voilà, peut-être il s'est un peu fait avoir pour une fois. Une fois n'est pas coutume, je pense. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, MP, c'est vraiment l'équipe dominante. Mattia Kolnagi, Maciej Gladic et Valerio Inicia l'ont vraiment prouvé. Les 3 pilotes sont clairement au-dessus du lot. Enfin voilà, il y a même eu un quintuplé de la part de MP Motorsport en course 1. Voilà, j'espère que c'est juste les conditions fraîches, etc., que MP gère mieux, blablabla, et que Campos sera plus à l'aise pendant l'été, mais en tout cas, pour l'instant, vraiment, MP a la mainmise sur le championnat. On va parler encore un petit peu plus rapidement. Helmut doit aimer Jules vu les dépassements tel un Isaac en Freca. Non, mais c'est exactement ça. Enfin, de toute façon, voilà. Il y avait 23 dépassements en une journée, hein, le gars. Vous avez parlé de Haut qui a été confirmé champion d'Eurocup 3. Non, pas trop. J'en ai un peu. J'en avais vite fait parler sur Twitter, mais oui, enfin, 3 mois après les faits, Cristiano a enfin été confirmé champion d'Eurocup 3 et Javier Sacrera a enfin perdu son titre, acquis de façon
très mauvaise. Très mauvaise, voilà, après une tricherie a priori de MP Motorsport. Alors pour Homero qui est fan de Niklas Schaufler, c'est sûr que c'est un week-end qui s'est mal passé. J'ai regardé quelques courses, en tout cas d'assez loin, parce que je prenais l'avion en même temps, de l'Eurocup 3 Spanish Winter Championship. Deux pilotes, enfin j'ai même envie de dire trois pilotes se sont distingués particulièrement ce week-end, mais surtout deux redoublants. Le Belge Thomas Strouven qui a pris la tête du championnat avec une double victoire. Ça commence à devenir vraiment vraiment intéressant ce qui nous fait le pilote belge. Et voilà, petite dédicace à Nitram Nitrin qui m'a forcé sous la contrainte à parler de la performance de Thomas Strouven. Pas mal aussi la performance de Jan Przezirovski, pilote redoublant que j'attendais pas spécialement. Enfin voilà, il avait été 10ème de F4 espagnol, il a l'air de passer vraiment un cap. Et moi, le pilote vraiment qui m'intéresse pas mal, c'est ce pilote rookie états-unien, Vivek Kantan, double podium à nouveau. Un peu moins séduisant que sur le premier week-end, mais voilà, très très bon début. Voilà, pour une découverte de la monoplace, c'est vraiment franchement très solide. Voilà, pour un peu plus bas dans le classement, il y a aussi Ian Eikemans, le vainqueur du volant Richard Mille. Christopher Alfegali, pilote libanais soutenu par Red Bull. Un peu plus bas, on retrouve voilà, le chouchou d'Homero qui est Niklas Schaufler, qui est aussi soutenu par Red Bull, qui manque de réussite, on va dire. Et Yannis Steven Edens, 14e, alors qu'il avait pourtant arraché son premier podium et qui a été pénalisé. Pour. Je sais même plus pourquoi. Je sais même plus pourquoi il avait été pénalisé, pur Steven Edens. Mais voilà, son podium a été retiré alors qu'il l'avait acquis de fort belle manière, je trouve. Alors désolé, pour moi, c'est pas du mérite sportif de se faire battre par 3 dixièmes par Andy Consani. Pour moi, c'est pas ça le mérite sportif. euh... Mais Homero, t'abuses. Strauven, il a commencé en. Bah, c'est sa deuxième année complète. Il a peut-être fait une manche, je crois qu'il a fait une manche en 2022, mais c'est tout. Hein. Steven Eden, c'est pas aimé par les commissaires, c'est l'histoire de sa carrière. Ouais, ouais. Ah, t'as changé de chouchou. Quoi, t'as changé de chouchou, maintenant c'est Sacha Van Pat Bosch. Purée, tu l'as trahi. T'as trahi Patrick Woodstock, fait FCB Noah 7. Ah, salut à Lewis Hamilton 099 qui est au Qatar donc pour poursuivre la Formule régionale Moyen-Orient et la F4 Emirati, dont on va parler incessamment sous peu, dont on va parler dès maintenant. Excellent timing. Merci pour la transition toute trouvée. Andy Contani remplaçant d'Anthony quand il ira chez Ferrari en 2030. Ça me va très très bien. Après, oui, Contani il aura 20 ans quoi, à ce moment-là. Ça sera quand même super jeune. Bon, écoutez, voilà, le classement de la Formule régionale Moyen-Orient. Il nous reste 3 courses. Il nous reste 94 points à attribuer. 30 points par course, 2 points par séance de qualification. Donc, théoriquement, le top 4 peut encore jouer le titre, c'est-à-dire Evan Gilter, Freddy Slater, Brando Badoer et Hugo Chukwu. On va pas se le cacher, en étant à 73 et 76 points d'Evan Gilter, ça va être assez compliqué. Donc visiblement, le titre devrait se jouer entre Evan Gilter et Freddy Slater, ce qui est une représentation parfaite de cette saison. Evan Gilter qui a dominé notamment les week-ends 2 et 3, Freddy Slater qui a dominé les week-ends 1 et 4, et maintenant voilà, ce 5e week-end décisif au Qatar à Losail qui arrive. Gilter P1 des essais libres, est-ce que c'est représentatif de la course à venir? L'idée me plaît donc j'y crois. Bon. Alors Slater est P2 à moins d'un dixième, donc c'est serré. En tout cas, ce qui est bien, c'est que visiblement les ART sont dans le match. Les ART sont là, les ART sont là. Et comme le dit Lewis Hamilton 0,99, c'est intéressant parce que c'est un circuit que personne ne connaît. Donc il n'y a pas potentiellement des équipes qui ont un avantage lié à des datas des années précédentes, etc. Quoi. Euh, donc
Pardon, petit bug. Voilà, visiblement le titre va se jouer entre ces deux pilotes-là. On a ensuite Badoer et Hugo Choco qui vont se battre pour la troisième place. On a le regretté Théophile Nael en cinquième position qui se concentre sur sa préparation à la saison de Formule 3. Sixième, Rachid Aldairi qui devrait le dépasser. Septième, Enzo Deligny. Tiens d'ailleurs, Enzo Deligny, l'air de rien, il a fait toutes les courses dans les points. Et c'est le seul. Bah tiens, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Bon, alors évidemment, Evan Gilter n'a pas été, n'a pas fini toutes les courses dans les points vu qu'il a eu un problème d'embrayage en course 1, enfin en course 2. Merci beaucoup à Gaspachette pour ces 4 bits. Merci beaucoup à toi. Salut. Attends, Miss Kipixio qui vient nous rappeler que Prema a une quatrième voiture. Alors oui, euh, oui, Dorian Pain n'est pas présente sur ce week-end car elle se fait remplacer par celle qu'elle a remplacée, Reza Siurotun. Reza Siurotun qui, lui, avait marqué des points à 5 de ses 6 courses. Donc, bon, voilà, je vais pas trop... malheureusement, voilà, je vais pas trop m'apesanter sur le cas d'Oriane Pain. Elle n'est pas là ce week-end, mais enfin voilà, malheureusement, ça montre qu'avec la même voiture, il y a une différence énorme de performance qui me fait très mal et qui doit faire encore plus mal à elle. Et voilà, j'espère qu'elle trouvera les clés, mais visiblement, elle ne les a pas encore trouvées. Donc voilà, Enzo Deligny qui est le seul pilote à avoir fini toutes les courses dans les points. C'est assez surprenant pour être souligné. On a ensuite Kanatoli et Jin Nakamura dans le top 9. On rappelle que le top 9 décroche des points de super licence pour la Formule 1. 10e Ernesto Rivera, le pilote Red Bull. Ensuite Taito Kato, Akshay Bora, Resse Carrasquedo qui fait son retour après 2 week-ends d'absence où il a roulé en Eurocup 3 Spanish Winter Championship. On a ensuite Jack Beaton, Bedrin pour Saint-Elope qui remplace Théophile Nael, Reza Siurotun qui fait son retour, Yamakoshi, Cameron Liu, Kulkarni, Darianani et Giovanni Maschio qui sont les 22 pilotes à avoir marqué des points. Merci beaucoup à Darksider83 pour son 4e mois de sub et qui nous dit Deligny le GOAT va gagner sa course ce week-end, laissez-moi rêver. J'adorerais, mais carrément. Carrément, enfin, je ne demande que ça, parce qu'en plus, bah, ça servirait forcément Evan, normalement. S'il y a un autre pilote, si c'est pas Slater qui gagne, ça veut dire que Slater va gagner peu de points. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est dans l'avantage d'Evan qu'il y ait des troubles faits et que ces troubles faits soient devant les deux pilotes. 8 courses principales et 8 podiums pour Evan. Ouais, c'est un bon ratio. Hein. C'est un bon ratio, il fait plutôt une bonne saison, hein, Evan. J'ai l'impression que c'est l'aspect physique qui bloque Dorian Pain dans les voitures de formule régionale. Ouais, bah sûrement, parce qu'en F4 ça se passait bien, oui ça se passait bien en F4 Emirati, où elle avait déjà décroché une victoire face aux mecs, face à tous les garçons. Donc oui, voilà pour Dorian Pain malheureusement, bon, c'est un petit peu compliqué. Écoutez, voilà, de toute façon, il est là l'enjeu du week-end, c'est Evan Gilter. On va peut-être avoir dès le mois de février, peut-être un Français champion, alors que, on rappelle, en 2024, on n'a eu aucun Français champion d'une formule de promotion. Vous pouvez chercher partout, même en Ultimate Cup Series ou un truc comme ça, il n'y a eu aucun Français champion. Peut-être que là, voilà, Evan Gilter va pouvoir briser cette malédiction de 2024. Voilà, comme on l'a dit un peu plus tôt, voilà, c'est un nouveau circuit pour ART, c'est un nouveau circuit pour tout le monde. Cette fois, la Fremec découvre le circuit de Losail. Losail qui est notamment connu en Formule 1 pour demander une grosse gestion pneumatique. Des retours que j'avais eu sur les premiers rounds, a priori, on m'avait dit que ART avait un petit temps d'avance sur cette gestion pneumatique. Est-ce que ça peut vouloir dire que ART va mieux performer? C'est ce que j'espère en mon fort intérieur, mais bon, voilà, c'est extrêmement difficile de s'avancer plus que ça. Et voilà, il y a eu cette première séance d'essai libre, enfin oui, voilà, cette séance d'essai libre qui a eu lieu à 17h environ, 19h locale, avec Evan Gilter qui a signé le meilleur temps devant Freddy Slater. Donc voilà, ça sera le duel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'intercaler? Je ne sais pas. En attendant, voilà, il a 17 points d'avance et le but, ça sera d'être titré le plus tôt possible. Si possible, être titré dès demain. On rappelle qu'il y a la qualif et 2 courses demain, car sinon la course 3, c'est tôt. Et bon, voilà, la course 3 c'est assez compliqué. Comment dire, la course 3 est à 8h30 du matin.
Moi, j'ai ma journée de travail jusqu'après. Ça sera pas très pratique pour faire un live. Enfin, c'est pas impossible, mais bon, voilà. Euh, oui, oui, Evangelter est extrêmement stylé. On peut le dire, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour Enzo Dellini, faut confirmer la montée en puissance. Donc là, en faisant le live, je viens de me rendre compte voilà, que Enzo Dellini avait marqué des points à chaque course, certes, mais il y a surtout eu du mieux depuis le troisième round. Il y a vraiment des top 4, de la régularité, il y a moins de manœuvres répréhensibles, vraiment, il y a moins de temps faible, il y a du mieux. Il y a du mieux, vraiment. Voilà, sur les dernières courses, j'ai l'impression qu'il continuait à qu'il se rapprochait de Hugo Gochoku, qui reste la référence chez RS. Et voilà, faut effacer les petits doutes qu'il y a eu sur les premiers meetings. Et voilà, pour complètement lancer sa saison 2024. Et puis voilà, une victoire, ça serait top. Ça serait top. Ça serait top. Percy, dis-moi, est-ce que tu vas nous refaire un live nocturne pour l'Australie? Eh ouais, oui, je vais vous faire des lives nocturnes, vous en faites pas. Vous en faites pas. Là, je pense même que je devrais pouvoir faire live le jeudi, enfin le vendredi matin, Attendez, je vous redis les horaires. Mais il y aura plein de lives. Il y aura plein de lives. Enfin, ça sera une semaine où il y aura du contenu tous les jours. Il y aura des previews sur YouTube. Il y aura des previews sur Twitch, évidemment. Il y aura des sondages pour les pronostics, etc. Et voilà, on va évidemment streamer le week-end. Donc je crois, voilà, c'est le vendredi matin. Il y a les qualifications de F3 à 4h du mat. Ça va être dur, mais on sera là. À 7h30, la qualif de F2 juste avant la journée de table, c'est parfait. Le samedi 15. Oh ouais, c'est cata. 1h15 la course sprint de F3 et 4h15 la course sprint de F2 et 6h les qualifs de F1. Bon, les qualifs de F1 on va pas streamer puisque bah, voilà, c'est pas mon domaine et des gens le feront mieux que moi, mais 1h15, 4h15, on sera là aussi. Et aussi samedi soir, dimanche matin, il y a la course principale de F3 à 23h et la course principale de F2 à 1h30 et on sera là aussi. J'ai tout mon week-end, il est privatisé pour ça, je ne ferai rien d'autre. Top 1 live de la chaîne l'an dernier, mais la rediff est toujours disponible sur YouTube, mais on avait fait voilà, un live nocturne de la course principale de F3 puis de F2. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel pour les émotions, parce que évidemment le résultat nous avait souri à l'arrivée. C'était génial. C'était génial. Ça venait après un début de saison franchement compliqué. C'était super. Et je me doute, évidemment, qu'il y en a, vous n'allez pas suivre, mais je sais qu'il y a assez de tarés, de gars aussi tarés que moi, voire plus, pour suivre ensemble les courses de F2 et de F3 tous ensemble jusqu'au bout de la nuit. Et donc j'ai extrêmement hâte de cette semaine, mais en attendant, voilà, il y aura du contenu qui sortira toute la semaine, du dimanche jusqu'au dimanche en fait, tout simplement. Donc voilà, je suis déjà en train de préparer ça. Donc écoutez, voilà, pour Enzo Dellini, essayez de confirmer cette petite montée en puissance. Comme je l'ai dit, voilà, je me demande si est-ce qu'il peut y avoir des troubles faits dans cette bataille Gilter-Slater au vu des résultats de la séance d'essai libre. Pour l'instant, on dirait que non. Les deux ont l'air de partir avec quelques dixièmes d'avance sur le reste. La question au classement, voilà, où finiront Naël et Dellini? Voilà, Naël qui n'est pas là, mais on peut imaginer qu'il finira 6ème ou 7ème, ça dépendra pas mal des performances de Dellini. Voilà, est-ce que Enzo Dellini finira 5ème, 6ème, 7ème? Attention aux pilotes de derrière, 8ème peut-être. Et voilà, qui décrochera ce top 9, ces points de super licence? On rappelle 18 points pour le champion qui sont quand même une somme assez importante, et 1 point pour le 9ème. Comme on était abattu jusqu'au crash de Auger, puis le stress et l'exultation, incroyable nuit. Mais je m'en rappelle tellement, c'était génial. C'était génial. J'ai trop hâte de refaire ça, même si je me doute que ça sera difficile d'avoir des émotions pareilles, surtout en F2. À la rigueur, en F3, on peut avoir des émotions incroyables. Autant en F2, j'avoue que... Bon, on reparlera de F3 et de F2 quand le temps sera venu. Vous en faites pas, je taffe dessus. Je taffe dessus. La F4 Moyen-Orient qui touche à sa fin également. Emanuele Olivieri toujours en tête du championnat, qui se dirige visiblement vers le titre avec 48 points d'avance sur Kin Nakamura Berta. Alex Powell est aussi 3ème, il est toujours en lice également.
Thomas Stolzermanis n'est plus en lice, si je ne dis pas de bêtises. Même mathématiquement, il n'est plus en lice. Ça se joue à 1 point. On a ensuite Renaud Francot, Salim Hanna. Salim Hanna qui pourrait être le champion rookie régulier. Il fait pas trop parler de lui, mais il n'empêche que il est devant Sébastien Weldon, dont on a beaucoup plus parlé en raison de son patronyme, et évidemment en raison de son histoire, l'histoire de son père évidemment. On a ensuite Adam Alazari, Zen Ruishi, Auguste Reiber, Alexander Bondarev qui a un petit peu sorti la tête de l'eau quand même sur le dernier week-end. On verra si ça se confirme pour le jeune pilote Williams. On a ensuite Savinkov, Molnar, Fou, Rodriguez, Sheda, Eweston, Kioli, Emily Coty la féminine, David Konsma, Christopher, Suzuki Asiba, Al-Soulaiti. Et c'est tout, les 23 pilotes qui ont marqué des points. Pas de pilote français malheureusement toujours dans ce championnat. Bondarev derrière Reiber. Ouais non, Bondarev, voilà, la carrière en monoplace est compliquée pour le moment. On a aussi, alors ça sera pas jeudi, vendredi, mais on aura aussi la Formula Winter Series qui revient pour son 3e meeting. Toujours, alors Gabriel Gomez, le pilote brésilien du US Racing, a pris un peu d'avance au championnat sur le pilote algérien Léo Robinson. Mais Léo Robinson, c'est quand même une... Enfin voilà, les deux pilotes sont extrêmement réguliers et atomisent le championnat à eux deux. On va continuer de suivre les performances de Fionn McLaughlin, le jeune pilote Red Bull, et actuellement en tête du classement rookie notamment. Et bien évidemment, on va suivre les performances d'Andrea Dupe, qui a déjà 2 podiums rookie à son actif sur sa petite AS Motorsport, et voilà, qui joue parfois proche des points. Et, pas encore de points pour l'instant, mais voilà, il en est pas forcément loin. Il en est pas forcément loin, donc on espère le meilleur pour lui. Oui, Bart Harrison, c'est le pilote qui s'est battu dans un paddock, oui. Oui, et son coéquipier Artem Severiukin, qui est connu pour être un précurseur d'Elon Musk ou de beaucoup de l'extrême droite actuellement. Voici les horaires de ce week-end, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, on va avoir un très bon week-end, enfin alors un très bon week-end, une très bonne semaine de course. On va faire des lives jeudi. Je ne pense pas qu'on fera un live de la qualif, puisque c'est pas forcément... C'était un live court, je suis d'accord, en fait, peut-être qu'au final, j'ai peut-être expédié un peu trop vite des sujets des essais de F3 et de F2, je suis d'accord. Je saurais pas trop dire pourquoi ce live fait qu'1 heure et pas 1h30 comme les autres, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire, mais voilà, j'ai peut-être été un petit peu pressé dans ma tête, puisqu'il y avait tellement de choses à évoquer. Mais au final, bon, on finit un petit peu en avance, vous en faites pas. Ça me permettra de passer un peu plus de temps sur des previews de F3, de F2 que je suis en train de préparer en ce moment. D'ailleurs, vu que vous êtes encore tous là, justement, est-ce que je suis en train de préparer mes pronostics pour la saison de F3, pour la saison de F2. Est-ce que vous avez des sortes de paris spéciaux, de sortes de questions spéciales que vous aimeriez demander? Genre par exemple, je demande toujours en F3 quel sera le premier pilote remplacé en cours de saison, ou ce genre de questions un petit peu débiles. Voilà, est-ce que vous avez des questions en tête? Ça peut m'aider à un petit peu compléter le Google Form. Qui aura le meilleur moteur en F2? Ça, c'est une question que j'ai déjà préparée. C'est une question qui figure déjà sur le Google Form, vous en faites pas. Donc voilà, il y aura des lives demain. Live pour la course 1 des Frémec, live pour la course 2 de Frémec aussi. Et dans un monde idéal, je ne stream pas la course 3 de Frémec. Mais c'est sous condition, il faut que Evan Gilter soit déjà champion. Il a 17 points d'avance, il faudrait qu'il ait... Attendez, ouais, il faudrait qu'il ait 30 points d'avance, 30 points, 31 points d'avance. Ça va être compliqué, je sais pas, je sais pas. Mais voilà, idéalement, j'aimerais ne pas streamer la course 3 de Frémec, puisque ça me fera arriver quelques minutes en retard à mon taf. Donc voilà, on se retrouvera... Bah attendez, pourquoi je l'ai pas mis en gras? Oui. On se retrouvera à 12h30, enfin à midi 15, on va se retrouver à midi 15 pour la course 1 de Frémec, où on reviendra notamment sur le résultat des qualifications, et à 18h45 environ pour la course 2 de Frémec, et voilà, peut-être la course 3 le vendredi matin, mais je n'espère pas. Attendez, par contre, j'ai pas du tout la rêve de la sœur à Montoya, c'est incroyable, qu'est-ce que vous racontez? Qui va assassiner Naël et Justy? Alors...
Il y a pas mal de pilotes rugueux hein, dans le peloton, hein. James Wharton, Ivan Dominguez. Combien de pénalités prendront les pilotes français à en dire à dizaines près? Non mais après, il faut des... En fait, le but aussi, c'est que en fin d'année, genre on fasse un compte, genre un peu comme on a fait d'ailleurs en décembre, où on avait un petit peu... où j'étais revenu sur mes pronostics, sur vos pronostics aussi, et on s'est rendu compte qu'on s'était tous plantés assez monumentalement. Ouais, qui va être le terroriste de la F3, c'est vrai. Ouais, je note. Le terroriste de la F3, elle est bien parce que il y a un potentiel. Genre, il y a Tsoloff, il y a Wharton, il y a Dominguez, il y a sûrement d'autres pilotes peut-être aussi, qui peuvent se révéler, qui peuvent être des sacrés terroristes. Ouais. Attendez. Donc, oui, le moteur 1 et 2. Qui sera béni par Dieu Mechachrome? Bah oui, du coup. WSK qui a tellement régalé que les litres finales. Ok. Quels pilotes seront injustement snobés par la F1? En quelque sorte, oui. Enfin, en quelque sorte, cette question, elle sera déjà un peu là, puisque je parle de Victor Martins. Euh, Dominguez, c'est un terroriste. Bon, en vrai, pas trop, enfin pas tout le temps, mais encore heureux. Mais voilà, je repense à son action à Spa-Francorchamps sur Roman Bilinski, où il le fout dans le mur, mais genre dans la plus grande des gratuités. Euh, Wow, bah salut Mick, salut Formule Blabla qui arrive un peu tard, parce qu'on va pas tarder, on s'approche de la fin du live. Pourquoi tu n'as pas lu mon message de... Bah voilà. Qui signera dans une académie pendant la saison? Ah, je sais pas, pourquoi pas, ouais. Est-ce que Bilinski va encore se casser le dos? Super, bonne ambiance. Bonne ambiance. Bon écoutez, moi de toute façon, moi je vais commencer à préparer les questions dans... je vais commencer à préparer les questions de mon côté. Puis voilà, de dimanche 10 mars jusqu'au dimanche 17 mars, il y aura du contenu tout le temps, tout le temps. Ça va, je suis abonné à la chaîne Percy F1 VOD sur YouTube, elle me dira ce que j'ai manqué. Exactement. Eh ben, tu as manqué une petite heurelette. Une petite heurelette de live, c'est un live un petit peu court. Formule Lola qui arrive comme lors des courses sprint une fois que c'est terminé. Percy supérieur à Sprint F1. Bon, en même temps, c'est pas compliqué. Oui, encore heureux. Enfin, merci. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. On se retrouve donc dès midi 15 à peu près pour suivre ensemble la course 1 de Formule Régionale Moyen-Orient. C'est sur la pause du midi, comme ça, vous vous éloignez un peu de vos potes, vous éloignez de vos collègues, et vous regardez, hop, petite course 1 de Formule Régionale Moyen-Orient pour, on l'espère, voir une très belle performance d'Evan Gilter et de Enzo Dellini. En attendant, moi je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se dit à demain, midi 15. Salut, bye bye.